toutes, à tous. Comme d'habitude, très content de vous retrouver pour un nouveau CQFR, toujours avec Shai. Aujourd'hui, Shai, on a eu un petit peu de mal d'abord à se décider sur de quoi on allait parler. Il n'y a pas une énorme actualité. On a failli parler du championnat bavarois de basket auquel tu participes, mais on s'est dit, bon, est-ce que ça va autant intéresser que d'autres sujets? Je sais pas. Non, je ne suis pas sûr. En tout cas, mais on peut ouvrir du coup plutôt avec Damian Lillard. C'est une petite différence de niveau, pas énorme, mais quand même significative. Damian Lillard, parce qu'ESPN nous propose plusieurs transferts, plusieurs idées de transferts pour Damian Lillard. Tu ne nous as pas lu, donc ça va être marrant. Je pourrais te les donner une à une. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu en penses. On va commencer avec l'obvious, la plus évidente, celle qui concerne Miami. Donc ESPN propose Damian Lillard et Yusuf Nurkic, ensemble dans le package, les deux amis, contre Tyler Hero, Kyle Lowry, Remy Raquez Jr., Nikola Jovic, premier tour 2027-2029 et un droit de swap 2028-2030. Je te fais donc un petit résumé. Lillard, Nurkic contre le contrat de Lowry, les trois jeunes, c'est-à-dire Hero, Jovic et Raquez, et 4 pics, on va dire, en tout cas 2 pics plus 2 swaps. Ouais, bah alors en fait, faut savoir pour qui est-ce que c'est bien ou pas, en fait. C'est toujours ça le truc. Mais là cette offre-là, ça peut être équilibré. Le truc, c'est qu'il faut aussi penser au contexte. C'est-à-dire que si tu me dis c'est la seule offre de toute façon, et puis il n'y a personne d'autre qui est prêt à vraiment dégainer quelque chose, et Lillard veut absolument pas aller ailleurs, et que ça doit être ce trade-là qui se fait au final, parce que ça fait quand même, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est sur les hypothèses et les théories de ce trade. Bah finalement, je me dis que c'est pas si mal enfin, tout le monde peut en sortir à peu près gagnant. En tout cas, c'est sûr que c'est Damian Lillard, c'est un joueur emblématique de Portland, c'est encore une star de la ligue. Ça peut paraître léger pour beaucoup de monde, mais tu sais, je me dis, je trouvais Jovic vraiment bon à la Coupe du Monde. Raquez, il a quand même quelque chose aussi. Après, je le voyais plus dans une équipe comme Miami, qui est déjà compétitive pour apporter quelque chose qu'à Portland où tout va se reconstruire. Mais si tu me dis il y a d'autres offres, je me dis celle-là, elle est peut-être un tout petit peu légère. Si tu me dis c'est la dernière offre possible que Miami va faire et pour pas plomber l'ambiance, il faut que Portland accepte, je me dis c'est très acceptable. Voilà. Ouais, je partage ton avis. Je suis dans le même, à peu près dans la même optique. Je serais même tendance à dire, au-delà de la concurrence des autres offres, etc., que franchement, cette offre-là, elle n'est pas si mal. Je comprends l'envie de se dire, pour y avoir plus de pics, tu vois, par exemple, les équipes en reconstruction, souvent, elles veulent plein de pics. Je comprends que les Blazers, ils aimeraient d'un coup avoir l'arsenal de pics du Thunder ou des Pélicans. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est réaliste. J'ai l'impression que Tyler Hero, on en parlait un peu avec Théo avant le début du CQFR, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu sous-estimé quand même. C'est quand même un vrai bon joueur. Bah, c'est la question centrale du trade de ce trade-là, c'est-à-dire que quelle valeur on accorde à Tyler Hero. Si tu te dis c'est un futur All-Star sans souci, un mec qui va tourner toute sa carrière à plus de 20 points et qui peut porter une équipe correctement, voilà, il y en a qui le pensent, et je pense que lui-même le pense d'ailleurs. Oui. Et si tu te dis juste c'est un bon energizer, un bon sixième homme d'une équipe compétitive, ça peut faire, on peut considérer que c'est léger. La vérité, si tu peut-être entre les deux, je sais pas trop justement. En fait, je pense que le problème est dû les Blazers ont déjà enfermé Simons. Je pense que toute leur appréciation de Tyler Hero est finalement liée au fait qu'il y a déjà enfermé Simons. Et que du coup, les Blazers savent déjà, mais donc on va avoir un mec, mais un jour on va devoir faire un choix. Et peut-être qu'on va perdre de la valeur sur un de ces deux mecs. Voilà. S'il n'y avait pas enfermé Simons, je pense que ce serait plus smooth et le trade se serait peut-être déjà fait en fait. Sachant qu'il y a aussi Shedon Sharp qui peut jouer 2, mais qui peut jouer 3 aussi. Donc ça fait beaucoup de joueurs au profil pas similaire, mais susceptible de se marcher un peu dessus. Et je pense que ça fait baisser la valeur de Tyler Hero aux yeux des dirigeants des Blazers de se dire mais on va se retrouver dans un bourbier un jour de nouveau à nouveau avoir à faire un choix. Mais je pense que quand tu es en reconstruction, avoir plein de jeunes, ça reste quand même un problème de riches. De la même manière que d'avoir plein de pics ou que les équipes compétitives avoir plein de stars. Ça reste des problèmes de riches. Je l'aurais quand même fait. Je pense que Jovic, c'est un profil très intéressant quand tu as justement tous ces mecs-là capables de scorer. Ça peut être cool d'avoir un intérieur comme Jovic. Bon, je la trouve pas si mal cette offre. Après, c'est vrai, je comprends que voilà, quand tu vois ce que d'autres superstars ont apporté, quand je pense aux Nets, tu vois, en échange de Kevin Durant, quand je pense
ce que les Cavaliers ont lâché pour Donovan Mitchell. Il y a quand même eu Lauri Markkanen dans le trade, même si à ce moment-là, on ne s'attendait peut-être pas à ce que Lauri Markkanen devienne aussi fort. Je comprends que ça puisse faire grincer quelques dents. C'est toutes les années de contrat qui restent, en fait, aussi, ça, tu te dis... Mais ils n'ont pas le même âge il n'a pas le même âge que Mitchell. Après, c'est peut-être plus avec Durant à comparaison, et c'est vrai que là, tu n'as pas ton Mikal Bridges dans l'affaire. Je sais pas si... Après, bon, peut-être avec Tyler Hero, mais bon, c'est un peu dur, mais je trouve, comme toi, je pense que c'est pas si mal. Je vais enchaîner avec une autre. Ça concerne Philadelphie et les Clippers, parce que c'est un trade à 3 qui implique plusieurs superstars. Alors attention, il va falloir suivre. Philly récupérerait Damian Lillard, Terrence Mann, Norman Powell, Robert Covington. Je te fais un récap un peu plus simple. Portland récupère Furkan Korkmaz, Tyrese Maxey, Jaden Springer, Nicolas Batum, qui reviendrait donc à Portland, Amir Kofi, Marcus Morris Senior. Bon, il y a un paquet de joueurs qui ne servira à rien aux Blazers là-dedans. Pick 2028 et 2030 des Clippers. Et les Clippers, eux, récupèrent James Harden, Tobias Harris. Alors, je vais essayer de faire un résumé. En gros, les Sixers, ils perdent Harden et Maxey, et Harris, et Tobias Harris, pour récupérer Terrence Mann, Norman Powell et Robert Covington. Les Blazers, avec Lillard, évidemment. Oui, avec évidemment Lillard. Les Blazers, ils lâchent Lillard. Ils récupèrent que deux picks, mais ils ont et 2 pipes. Et ça pourrait être le cas parce qu'il y a pas mal de joueurs inutiles. Enfin, en tout cas, qui ne leur serviront pas à ce stade, sauf s'ils arrivent à être tout de suite compétitifs. Et là, effectivement, il y a quand même des vétérans pour la profondeur. Mais bon, il y a surtout Maxey et 2 picks. Et les Clippers perdent un paquet de joueurs de devoir, mais de toute façon, ils en ont trop à l'appel. Et ils récupèrent James Harden et Tobias Harris. C'est un peu dur à suivre tout le trade. Non, mais j'ai bien noté. Je pense que c'est. J'arrive pas à savoir si c'est brillant ou si c'est complètement nul. Pardon. Voilà. Là, en fait, James Harden aurait ce qu'il veut. Les Clippers s'en sortiraient à peu près correctement, je trouve. Les Blazers auraient 2 futurs premiers tours de draft, ce qui est quand même pas mal. Surtout que ça viendra des Clippers c'est pour 2028-2030. On ne sait pas du tout à quoi ressembleront les Clippers. Il n'y aura plus Kawhi et Paul George, vraisemblablement. Donc, ça peut être des bons picks. Et Tyrese Maxey, c'est comme pour Tyler Hero. Ça dépend ce qu'on attend de Tyrese Maxey. C'est la valeur. Qu'est-ce qui va devenir si ça devient All-Star? Portland, c'est très bien, même si, encore une fois, c'est sur le poste et le profil, quelque part, d'un joueur qu'ils ont déjà. Mais pour les Sixers... c'est pareil, sur le papier, ça me semble, je le trouve pas mal et relativement équilibré, mais tout dépend vraiment de la valeur que tu accordes aux joueurs qui sont censés être les assets de chaque côté. Bon, pour les Clippers, Harden, je suis pas convaincu. Tobias Harris, ce serait pas mal. Non, franchement, plutôt équilibré. Et pour Lillard, tu tombes dans une équipe où tu as quand même le MVP en titre. Tu viens avec des joueurs vraiment efficaces tout de suite, c'est-à-dire Terrence Mann, Powell et même Covington. C'est pas mal, non? Enfin, tu trouves pas ça équilibré? En fait, je trouve ça équilibré, mais je le trouve équilibré parce qu'il est imparfait pour moi de chaque côté. C'est-à-dire que pour les Sixers, j'ai l'impression que tu perds 2 stars pour en avoir une. Alors, Lillard est plus fort que Harden et Maxey. C'est un meilleur joueur, mais du coup, d'un coup, tu as lâché 2 scoreurs pour un scoreur qui est plus fort que les deux. Ça peut marcher des fois, mais j'ai l'impression qu'en plus, tu perds Tobias Harris, qui, malgré toutes les critiques, est quand même un joueur important à Philly. Et j'ai l'impression que les joueurs que tu récupères, alors Mann, c'est super cool, Powell, c'est bien. Powell, ça peut même faire une partie de ce que faisait Maxey en sortie de banc. Robert Covington, j'ai peur qu'il soit cramé de chez cramé, mais bon, c'est le pote de Joel Embiid, mais j'ai l'impression qu'il est cuit. Et s'il n'est pas cuit, c'est une bonne pioche. Philly peut s'en sortir pas trop mal. Par contre, c'est encore plus de pression pour gagner maintenant. Je suis pas sûr que cette équipe, elle te fasse gagner. C'est ça l'ironie. Je suis pas sûr que cette équipe, elle te fasse gagner. Par contre, tu as lâché complètement ton seul jeune joueur qui peut assurer ta relève derrière, qui est Maxey. Pour Portland, il y a plein de joueurs qui arrivent dans le trade, mais il n'y en a pas un seul qui va rester plus de 2 ans, à part Maxey. Donc, en gros, on va dire qu'il n'y a que Maxey qui est vraiment intéressant. Surtout que les Marcus Morris, Nicolas Batum, Korkmaz, ça n'a aucune valeur marchande. Donc, de toute façon, ce n'est pas des joueurs que tu vas refourguer contre quelque chose. Donc, tu as plein de joueurs. Batum, ça peut tenir un vestiaire, etc. C'est simple. Enfin, tenir un vestiaire, ça peut contribuer à être un des mentors du vestiaire. Mais Maxey, alors Maxey, je sais qu'il est ultra coté par beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il a un énorme talent. Mais il est petit, je trouve. C'est méchant de dire comme ça, mais je le trouve petit. Ça, je pense que ça ne sera jamais
Je pense que tu ne pourras jamais en faire ta première option parce que défensivement, il y aura toujours des lacunes. Ça peut être un très gros scoreur, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui manque à Portland dans l'optique du futur. J'ai l'impression qu'avec Scoot Anderson, Sheldon Sharp, Anthony Simons, alors oui, tu peux te dire que Maxi sera peut-être plus fort que Simons en étant plus petit, je le répète encore une fois, mais je ne sais pas, je ne suis pas emballé plus que ça par le trade pour les Blazers, même si Maxi est un super jeune. Et pour les Clippers, j'ai l'impression, alors c'est ok, d'un coup, tu as 2 titulaires en puissance, mais j'ai l'impression que tu as quand même lâché trop parmi tes. Il y a un surplus aux Clippers, il y a un surplus de role-players, de 3&D, mais là, tu lâches quand même Mann, Powell, Covington, Batum et Marcus Morris, et je te parle même pas d'Amir Coffey. Et les tours de draft, tu as lâché 5 mecs quand même. Et pour Harden, qui est pas. C'est sûr que c'est trop. Donc en fait, je trouve que c'est imparfait. Je trouve que c'est équilibré parce que j'ai l'impression que chaque équipe va se dire ah non, bah non, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Donc je sais pas. C'est plus le genre de trade. C'est plus le genre de trade qui arriverait en mode un peu panique si ces équipes, une ou plusieurs de ces équipes-là ont pas bien démarré ou que la situation s'est envenimée d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais après, je vois des situations qui peuvent être fonctionnelles, mais à court terme, parce que pour les Clippers, c'est clairement, ce serait un move vraiment pour gagner entre guillemets, parce que on va mettre ça entre parenthèses, hein, entre guillemets, pardon. Pour Philadelphie aussi. Et au final, il y a Portland qui récupère des trucs pour l'avenir, à moyen et plus long terme. Donc ce serait un peu le projet pour Portland, sauf s'ils veulent se persuader qu'ils peuvent encore être forts tout de suite. Mais non, mais oui, je suis assez d'accord avec ton analyse finalement. Et bah pour l'avenir, si j'étais les Blazers, pour l'instant, entre ces 2 offres, je préfère celle de Miami. Très sincèrement, il y a un peu plus de pics. Je vois pas une énorme différence entre Tyler Hero et Tyrese Maxey. Peut-être dans. Et encore, les deux ont. Enfin, Hero a aussi une expérience très intéressante en playoff. Je sais pas. Peut-être dans l'attitude, Maxey un peu plus leader, un peu plus sérieux, mais je suis même pas convaincu que ce soit beaucoup mieux. Allez, je t'en donne une autre. Celle-là, elle va te plaire, je pense. En tout cas, elle va t'intéresser. Ouais. Moi, elle me plaît beaucoup. Alors, New Orleans récupère Damian Lillard et Yusuf Nurkic. New Orleans reconstitue le backcourt Lillard-McCollum. Mais New Orleans cède à Portland Zion Williamson, Dyson Daniels, Kira Lewis Jr., Larry Nance Jr. et Najee Marshall. Et il n'y a pas de pic. Ouais, c'est un vol manifeste là, du coup. Non ? Mais qui vole qui pour toi ? Pour moi, non, c'est vrai que Zion, on ne sait pas encore s'il est apte et tout ça, mais moi j'aime beaucoup Dyson Daniels. Zion, je pense qu'il y a moyen de le retaper. Je pense qu'il va y arriver. On va être optimiste. Ah oui. Et tu récupères ça contre Lillard qui n'avait pas l'air d'être si demandé que ça. Bon, après, Kira Lewis, Larry Nance, Najee Marshall, c'est des genres de compléments qui sont pas encore. Mais c'est même pas très vieux. C'est pas vieux. C'est pas très vieux. Le coup, tu pourras les refourguer un moment. Zion, Dyson Daniels, mon Nurkic, Nurkic, il était plus trop dans les plans. Sachant que les Pelicans ont déjà Valanciunas. Ils veulent juste recréer le tandem Lillard-McCollum, quoi. Oui, je pense que c'est. Je trouve pas que c'est assez bon pour les Pelicans. Je les vois pas devenir très bons juste parce qu'ils ont récupéré Lillard et qu'ils peuvent le mettre avec McCollum et Ingram. Ce serait sympa, mais tu perds trop en lâchant Zion, tu perds trop. À moins qu'ils aient vraiment décidé que c'était foutu, que son corps se remettrait jamais bien, qu'il a vraiment pas envie d'être là. Mais non, je vois pas. Franchement, celui-là, je le trouve pas. Je trouve pas intéressant, équilibré, même des deux côtés en fait. Si, pour Portland, c'est bien si on garde en tête que Zion va à un moment se requinquer et être le joueur qu'on a vu, le All-Star qu'on a vu, qui va retrouver de la régularité dans sa condition physique, dans sa motivation, tout ça. Pour Portland, ce serait très très bien. Pour New Orleans, je vois pas du tout le. Non. C'est vrai que alors pour Portland, c'est un pari. Faut te dire si ça marche pas. Par contre, si Zion ça marche pas, tu as récupéré Dyson Daniels, Najee Williams, Larry Nance, Kira Lewis, et aucun pic. Moi, c'est un pari que je ferai tous les jours. Je trouve que pour Portland, ce deal. Alors, ce deal, pour moi, il est impossible. Je ne comprendrais pas. La seule raison pour laquelle, comme tu l'as dit, les Pélicans le feraient, c'est que vraiment, ils ont tiré un trait sur Zion. Je ne sais pas, qu'il y a trop d'histoires, qu'il y a trop de blessures dont on n'a pas idée, que lui a vraiment envie de se barrer. Mais sinon, je ne vois vraiment pas un monde. D'ailleurs, je trouve qu'ESPN, la première phrase, c'est en gros, le transfert marche pour ce que les deux équipes veulent faire. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Les Pélicans veulent gagner maintenant,
Mais en fait, je trouve pas que ce deal il fait gagner les Pélicans. Maintenant, si tu perds Zion, à partir du moment où tu perds Zion, New Orleans, c'est de toute façon plus un candidat au titre. C'est Zion qui fait que cette équipe. C'est Zion plus ce qu'il y a autour. C'est pas parce que tu remplaces Zion par Lillard. Tu vas retrouver avec. En fait, les Pélicans seraient juste les nouveaux Blazers. Ceux avec Lillard et McCollum. Et tu aurais Valanciunas en pivot. C'est un peu mieux que Nurkic, mais tu vois, c'est dans la même veine. Ok, il y a Ingram, il y aurait le poste 3 en plus, mais ça gagne pas. Ça gagne pas, encore moins à l'ouest. Et par contre, je sais pas. En fait, moi, je suis Portland, ce deal, je le fais, quoi. Je me dis que c'est Scoot Anderson, Zion. Si par malheur, à un moment, le GM des Pélicans, il arrive avec ça, mais j'accepte avant même qu'il ait le temps de revenir dessus. Je pense aussi que j'accepte. Ah ouais, vas-y, pas de souci. Ouais, je pense aussi que j'accepte parce que là, toutes les offres dont on a parlé, à aucun moment, a priori, hein, peut-être sauf si on se trompe sur le niveau de Tyler Herro, de Maxi et tout, mais là, tu récupères un mec dont tu sais que sur lequel tu peux construire. A priori, c'est une star de la ligue, c'est déjà un All-Star. C'est un potentiel Hall of Famer si ça s'entend tient. Voilà, on va espérer au moins qu'il arrive à enchaîner les saisons, mais sur le papier, c'est un mec c'était un franchise player à New Orleans finalement, en soi. Toujours été bon sur le terrain, c'est juste qu'il n'a pas beaucoup joué. Voilà. Donc pour Portland, oui, je suis d'accord avec toi, je l'accepte tous les jours. Pour les Pelicans, s'ils font ça, c'est qu'ils auront peut-être mal démarré ou qu'ils auront vrillé un peu, quoi. Que David Griffin, il sera sur un siège éjectable, ce qui a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps, et qu'il aura pris un risque. Après, peut-être que tu satisfais la fanbase, et encore, je ne suis pas sûr. Bon, les fans des Pelicans seraient contents de voir arriver Lillard, il n'y avait pas de souci, et McCollum serait très, très heureux. J'imagine que c'est cool. Ils ne seront pas compétitifs, hein, mais par contre, tu retires la menace qu'est Zion. Tu te retrouves avec en partie les Blazers d'il y a 3-4 ans, quoi. J'ai l'impression, sachant qu'Ingram arrive en fin de contrat, j'ai l'impression que ce trade, si tu le fais, Portland peut être meilleur que New Orleans, genre dans 2 ans. C'est ça. Et honnêtement, un tandem Scoot Zion, c'est énorme. En plus, honnêtement, les autres joueurs qu'il y a avec, les Dyson Daniels, Larry Nance, ce serait parfait en fait. Ah oui. J'ai jamais compris pourquoi les Blazers ne l'ont pas gardé. Il était à Portland, hein, c'est vraiment c'est un bon joueur. Lui, il n'est pas si vieux. Tu vas pouvoir le rééchanger un jour si jamais ça ne marche pas. Najee Marshall, il y avait du potentiel. Dyson Daniels, c'est du potentiel. Kira Lewis Jr., c'est intéressant. Tu as une base jeune avec 2 potentiels superstars, Scoot et Zion. Enfin, Portland. Par contre, pour moi, c'est un trade qui peut être fait que avant la saison. Je pense que dès que Zion commence à jouer, c'est impossible que New Orleans. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Dès qu'il va être fort, les Pélicans, jamais ils vont se poser cette question. Je suis même pas sûr qu'ils se la posent aujourd'hui. Ça marche que tant que Zion n'a pas joué. Et honnêtement, si ça se faisait en tant que supporter des Blazers, je serais enchanté. Je te donne le dernier. Donc pour moi, celui-là, c'est le meilleur pour Portland, mais c'est sans doute le clairement le meilleur pour Portland. Ouais. Sauf à moins que celui que tu m'annonces. Non, le dernier, je l'aime pas du tout, moi perso. Donc c'est Damian Lillard à Toronto contre OG Anunoby, Chris Boucher, Thad Young, Grady Dick et 2 premiers tours de draft. C'est quoi Ujiri qui veut refaire un coup avec Ujiri, c'est ça. En fait, après, il faut savoir que le contrat est plus long. On insiste, c'est pas des rumeurs, c'est juste des trades proposés par ESPN. J'aurais dû le préciser un peu plus. C'est vraiment ce que ESPN imagine comme transfert plausible. Après, je sais pas qui a écrit l'article. En général, ils demandent à Bobby Marks. Plusieurs. Oui, il est là, il y a tout le monde. C'est solide, quoi. Oui. Non, il y a là, c'est un truc commun. Il y a Marx, il y a Pelton, il y a machin, il y a Andrew Lopez. C'est pas. Et donc tu me dis pardon, je te redis. Lillard contre Anunoby, Boucher, Young, Thad Young, Grady Dick et 2 premiers tours. Non, à la place de Portland, je le fais pas du tout. Pour les Raptors, c'est top. Si tu veux tenter un coup. Et encore, dans l'hypothèse où tu gardes Siakam, tu as toujours Scottie Barnes. Avec Lillard, c'est pas mal. Ça te fait une équipe qui va en play-off à l'Est, a priori. Il y a un nouveau coach, mais. Et par contre, pour Portland, du coup, il n'y a plus forcément, là, tu m'as chauffé avec Zion qui arrive. Si à côté, tu mets l'offre, tu mets Anunoby que j'aime bien, mais c'est pas un franchise player. Enfin, c'est à peine un possible All-Star. Chris Boucher, Thad Young, Grady Dick, c'est pas mal, mais c'est un rookie. Et les 2 premiers tours de draft de Toronto, ce serait correct, ce serait pas mal, mais il faut voir lesquels c'est. Et ça reste hypothétique. Ça me paraît un peu faible comme retour pour Portland. C'est presque l'offre la plus faible, je trouve, sur la contrepartie, en tout cas. Ouais, moi aussi, je suis pas fan.
Pas beaucoup plus faible que celle de Miami, mais je préfère quand même celle de Miami, je pense. Ouais. En soi, c'est bon, tu remplaces Van Vliet par Lillard, c'est plutôt, plutôt cool. Mais il y a la situation de Siakam. Contractuellement, il faut voir. Parce qu'au final, est-ce que libérer Anunoby, enfin, est-ce que faire partir Anunoby, ça va vraiment libérer Scottie Barnes? J'ai l'impression que Scottie Barnes, au final, il serait meilleur en 4 et que c'est le départ de Siakam qui va vraiment libérer Scottie Barnes. Donc là, en fait, c'est bien, tu as Barnes, tu as Siakam, tu as Lillard. Déjà, ils ne sont pas vraiment alignés. Enfin, tu vois, tout le monde n'est pas sur la même marge de progression, au même stade de sa carrière. On ne sait pas trop est-ce que Scottie Barnes, ça va marcher avec Siakam. Il y aurait une belle équipe, hein, mais même pour Toronto, je suis. Là, le pari, c'est que méga convaincu. S'ils ont proposé ça, c'est parce qu'ils se disent que Ujiri est capable de tenter des trucs de ce genre-là. C'est même pas un one-shot, parce que pour Kawhi, on savait que c'était un an. Il y avait peu de chance après qu'il reste, vu qu'il voulait aller à Los Angeles. Lillard, il aura encore quelques années de contrat derrière, quand même. Ouais. Donc, ce que tu gagnes avec un Lillard de 30 et... Parce qu'au final, si tu gagnais avec Lillard et Siakam, les Blazers, ils auraient peut-être fait Siakam le soir de la draft, quoi. Je sais pas. C'est ça. Non, c'est vrai. Mais non, je pense que là, il compte plus sur le côté audacieux de Masai Ujiri. C'est le seul move qui paraît crédible pour une star de la ligue pour Toronto. Mais vu qu'ils sont toujours entre deux chaises, les Raptors, on ne comprend pas trop exactement encore quel est le projet. Est-ce qu'ils veulent toujours essayer d'être compétitifs? Est-ce qu'ils vont au bout d'un moment balancer tous leurs assets pour faire venir un mec énorme? Je sais pas. C'est très compliqué. Donc, c'est pas du tout. Je dis pas que c'est irréaliste, par contre, parce que Toronto a déjà montré qu'il y avait des moves aventureux qui étaient possibles. Mais sur la contrepartie pour Portland, non, je l'accepte pas. Enfin, à la place des Blazers, je l'accepte pas. Il y a forcément mieux, je pense, quel que soit le moment. Hein. Tu parlais d'accepter le trade avant le début de la saison, que ce soit avant le début de la saison ou avant la deadline. Je pense qu'à un moment, il y aura forcément mieux. Je n'imagine pas qu'il n'y aurait pas une meilleure offre que ça. Ouais, je te rejoins. On va passer très vite sur des petits sujets. On va commencer. Enfin, alors, c'est un sujet triste, mais Kevin Porter Jr., la continuation, la continuité. C'est mon classique de c'est pas grave, fin de cycle, faire la suite. Tellement maintenant, tu as le droit de faire des fautes. Non, c'est honteux. Je m'excuse d'avance. Je ne te demanderai pas comment on dit continuité en allemand, par contre. Mais ne me demande pas, je ne serais pas très con. Mais du coup, Kevin, j'ai honte pour de vrai, je vais faire gaffe dans les prochains CQFR. Bref, on perd du temps. Kevin Porter Jr., il y aurait bel et bien des équipes prêtes à le récupérer dans un trade. Oui. Hier, on s'étonnait un peu. Hier, on se disait que tout de suite, les Rockets se l'avaient mis sur le trading block et qu'ils discutaient déjà avec des équipes. Visiblement, c'est solide parce que Shams Charania dit qu'il y a plusieurs équipes qui sont très intéressées. Alors, pas par le joueur, hein, on va commencer par là. Ils ne sont pas intéressés par la perspective de récupérer un joueur qui a des chances de finir en prison ou en tout cas de prendre une énorme sanction. C'est plus le fait que visiblement, il y a 3 années de son contrat qui ne sont pas garanties. Donc, s'ils le récupèrent, ils peuvent s'en délester assez rapidement et récupérer dans l'affaire 2 deuxièmes tours de draft que donnerait Houston en contrepartie, pendant que Houston demanderait un joueur apte maintenant à contribuer. Donc, il y a visiblement pas mal d'équipes qui sont, encore une fois, pas pour faire jouer Kevin Porter, parce que ça forcément, ça ferait parler si après les 30 matchs ou moins ou plus, peu importe, de suspension, il arrive... il y a une équipe qui a misé sur lui. Je pense qu'on n'en est pas du tout là, mais juste sur le côté transactionnel, ça intéresse pas mal d'équipes. Business c'est vraiment ça, ouais. NBA, quoi. Bon, ouais, on verra. Allez, on peut peut-être finir par un dernier petit truc. Les Pacers ont donné le numéro 7 à Buddy Hield. Enfin, Buddy Hield va changer pour le numéro 7. Il faut savoir que le numéro 7, c'était quand même celui de Jermaine O'Neal à Indiana. Ouais. Donc, ça montre que Indiana n'est pas dans l'optique de retirer le maillot de Jermaine O'Neal, qui a quand même été 6 fois All-Star avec les Pacers, qui s'est révélé aux Pacers, qui a été un des meilleurs joueurs de l'histoire des Pacers. C'est pas l'histoire la plus chargée de la NBA. C'est ça. Est-ce que ça te surprend au final qu'Indiana cherche pas? Ouais, c'est Jermaine O'Neal qui a un peu déploré le fait qu'on passe son numéro, entre guillemets, ou en tout cas que lui, on lui partirait son numéro. C'est compliqué. Moi, je suis un peu conservateur en matière de numéros. Parfois, je trouve qu'il y a des équipes qui en retirent trop et trop facilement. Là, pour une équipe qui a jamais gagné en NBA, qui a peu de joueurs emblématiques, on va dire. Enfin, il y a des joueurs emblématiques à l'échelle de la franchise, hein, mais quand il pense, il y a que sur le côté NBA, il y a vraiment que Reggie Miller qui a eu son maillot retiré, et c'est bon, encore heureux. Il a fait 18 saisons
en étant un joueur iconique, il est dans les 75 meilleurs all-time qui avaient été élus. Et le reste, c'est du joueur ABA. On regardait justement tout à l'heure, on se demandait pourquoi il y avait George McGuinness, mais en fait, il a fait que 3 saisons en NBA avec Indiana, mais il a gagné un titre en ABA et il a fait plusieurs saisons avant. Je suis partagé, c'est-à-dire que je comprends, je trouve, effectivement, si on se dit tous les joueurs qui ont été les plus emblématiques pour Indiana, qui ont contribué le plus longtemps, effectivement, 6 fois All-Star, il a été dans des All-NBA Team plusieurs fois. C'est un joueur c'est vrai que quand on pense, nous, à l'époque où on regardait le basket, où on a commencé vraiment à regarder, on visualise Jermaine O'Neal avec le maillot des Pacers, en fait. Donc, je suis partagé oui et non. Lui, je comprends tout à fait son point de vue de se dire, quand même, j'ai contribué, vu le peu de gens qui ont le droit à cet honneur-là, je pense que moi, je le mérite et ça se tient. Et d'un autre côté, c'est pas une légende de la ligue, tu vois. C'est un bon joueur de son époque. Donc ça me choque pas non plus en soi qu'on donne son numéro, en fait. Moi non plus, parce que quelque part, en fait, tu paries sur ton futur et sur le fait que tu auras sans doute un moment des meilleurs joueurs ou des joueurs plus emblématiques. Parce que oui, si on prenait juste Jermaine O'Neal pour l'histoire d'Indiana, tu peux le retirer, mais ça veut dire que si tu retires celui de Jermaine O'Neal, si dans 20 ans, tu te mets à avoir, je sais pas, Indiana se met à dominer la ligue comme jamais, tu te retrouves avec un paquet de joueurs qui auront peut-être une carrière plus marquante que celle de Jermaine O'Neal, et d'un coup, tu retires plein de numéros. Et moi, je suis comme toi, je trouve qu'on les retire un peu vite. Un peu parfois, bon, alors peut-être pas pour n'importe quoi. Quand même, ça dépend des franchises, mais il y a des équipes qui ne retirent jamais. Minnesota avec Garnett et tout, bon, c'est un peu. Ça a été. Non, mais là, ça par contre, c'est abusé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce que c'est une histoire de brouille entre Garnett et le proprio, enfin l'ex-proprio. Mais normalement, ça va se faire Garnett. Mais du coup, voilà, c'est un peu injuste pour O'Neal, qui a effectivement été, moi aussi, derrière Reggie Miller. Enfin, je pense d'abord à Reggie Miller, mais quoique je pense aussi à Paul George au final. Mais voilà, tu vois, je comprends qu'au final, les Jermaine O'Neal, les Paul George, les Danny Granger, il n'y en aura aucun d'entre eux qui aura le maillot retiré à Indiana. Et puis bon, c'est comme ça, il y aura des joueurs plus marquants. Peut-être Tyrese Haliburton dans 15 ans. Pour Paul George, tu penses que Paul George, ce sera un cas intéressant parce que il était vraiment franchise player pendant des années. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas joué assez longtemps. Moi, je pense, selon mes critères, je pense pas que je le retire. Mais sur le côté emblématique qui a été franchise player longtemps, si Jermaine O'Neal, tu lui retires son maillot, je pense que tu peux retirer Paul George. Mais je retire pas O'Neal non plus, en fait. Oui, c'est ça. Paul George, je comprends que ça se débat un peu plus, mais je retire aucun des deux, en fait. Honnêtement, je pense que Paul George, c'était pas assez long non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on abuse sur O'Neal? Est-ce que Paul George, c'est tous les jours qu'il faut retirer son maillot, etc. Ou même pour les trades de Lillard, lequel vous semble le plus intéressant? Si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas, on regardera ça. On pourra peut-être même en discuter dans une late session mardi. Voilà. Donc écoutez, en attendant, d'ici là, je vous dis bonne journée à tous, bon week-end aussi, parce que nous on se retrouve que lundi. On se retrouve que lundi pour un nouveau CQFR du week-end. Et n'hésitez pas, dimanche, il y aura peut-être une petite surprise sur la chaîne. Donc allez jeter un œil. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée, ciao.